watoto wote wa Kongo. Hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu. Bolo mubaya kutukwata bonso. Bibi kenya bana tujisangisha hamwa. Batu wana batatu kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso etali biso. Bana betu, bana ya mboka. Likamboyo etali yo nanga. Yinu la mpang nanga ya ke. Yinu la mpang nanga ya bakala. Yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo poto sunga mboka. Il faut bien de la solidarité, mais il faut aussi de la responsabilité dans la lutte justement contre le VIH-Sida, tout comme Covid-19. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs, à On est ensemble. Aujourd'hui, nous parlons de la JMS 2020. Soyons responsables et solidaires pour vaincre le sida d'ici à 2030. Pour en parler, nous avons des experts sur ce plateau. Nous avons le RENADEF qui est représenté par celle qui coordonne, n'est-ce pas, Madame Nyombo Zaïna Marie, bienvenue à vous. Vous avez votre micro. Et à côté de vous, nous avons celui qui représente PASCO, Monsieur Lolo Losongo. Bonjour. Et bonjour à vous, Messieurs de UCOPUS Ange Maboula. Avec vous trois qui êtes des partenaires de Corded, n'est-ce pas? On va essayer de discuter autour de ces sujets, partager vos expériences pour exhorter aussi ceux qui nous suivent, n'est-ce pas? Peut-être qu'embarquer dans cette lutte parce que finalement, le VIH-Sida, on en parle en République démocratique du Congo, ça va faire des décennies, mais pourtant cette question perdure. Ça veut dire qu'il y a encore nombreux qui peut-être n'ont pas encore compris ou qui ne se joignent pas à cette lutte, n'est-ce pas? Alors, Madame Marie, on commence par vous. Marie Zaïna Nyombo, c'est quand même merci à Corded, parce que au moins Corded me fait venir Madame Zaïna sur ce plateau. Vraiment, Yeyet Elonga, tous les chapeaux bas, parce que c'est pas facile d'avoir celle qui coordonne RENADEF, elle est tout le temps prise. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que RENADEF et que fait RENADEF dans la lutte contre le VIH-Sida? Merci de nous avoir accordé de pouvoir nous exprimer devant vos micros. Et c'est comme tu l'as dit, hein, donc c'est beaucoup d'activités au même moment, mais bon, Corded a voulu qu'on soit ensemble aujourd'hui et ça ne sera pas la fin non plus. Heureusement. Ah, voilà. En fait, le RENADEF, c'est un grand réseau qui a vu le jour depuis 2002 à Goma, dans la province du Nord Kivu, dans le contexte de guerres à répétition, mais aussi des catastrophes naturelles dues à l'éruption volcanique de Nyiragongo. Alors, le RENADEF intervient en RDC à travers 4 domaines d'intervention principales. Je dirais, premier domaine, c'est la promotion de leadership féminin. Et c'est par là que nous combattons toutes les actes ou toutes les formes de violence à l'égard de la femme et de la jeune fille. Et nous travaillons sur la promotion du leadership féminin. Et nous travaillons aussi sur la promotion des droits humains. Quand nous parlons des droits humains, il y a l'homme et la femme ensemble. Le deuxième axe d'intervention de RENADEF, c'est en rapport avec la santé de la femme, de l'enfant, de la jeune fille et de la communauté. Et par là, nous traitons toutes les questions en lien avec la santé de la mère et de l'enfant, santé sexuelle et reproductive pour la jeunesse. Et nous travaillons aussi surtout sur la corrélation entre les maladies sexuellement transmissibles dont le VIH et les violences sexuelles basées sur le genre. Et c'est par là que vraiment ce partenariat est soudé, collé avec Corded, qui nous a donné cette opportunité aujourd'hui. Nous avons le troisième axe, c'est l'autonomisation de la femme, de la jeune fille, à travers tout ce que nous avons, la protection et la promotion de l'environnement, mais aussi l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat et tout ce que nous avons comme action à mener pour justement lutter contre la vulnérabilité de la femme, de la jeune fille en lien avec le VIH-Sida. Et enfin, c'est la promotion de la jeunesse, parce que là, nous travaillons pour transférer les connaissances, parce que demain, Madame Zaïna peut être appelée à d'autres choses ou soit fatiguée, mais il ne faudra pas que
le RENADEF baisse les bras dans son travail. Donc, il faut avoir une jeunesse avertie, informée et qui est en train de travailler dans le sens de promouvoir la vision de RENADEF en RDC. Voilà. Voilà, très très bien dit en détail par rapport à RENADEF. On a aussi PASCO. PASCO, ça sonne comme un prénom, pourtant c'est une organisation. Monsieur Le Songo, expliquez-nous. Voilà, donc merci beaucoup de nous accueillir sur votre beau plateau de Biwan pour pouvoir expliquer un peu ce que nous faisons dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. Et donc, moi, je suis Lolo Losongo, je suis responsable en communication et dans l'équipe suivi et évaluation également. Ok. Et je représente PASCO, qui est en fait coordonné par M. Michel Lai, qui n'est pas là. Voilà. Et donc, pour la petite histoire, PASCO est né en 2003, dans un contexte de guerre à l'époque. De moins. Oui, oui, oui. Dans un contexte de guerre. Voilà, et on s'est battu. En fait, nous intervenons dans 3 domaines. Le premier, c'est le domaine de la santé. Et c'est là où nous avons beaucoup d'activités, surtout avec le VIH-Sida. Et nous sommes plus spécialisés dans l'intervention de la lutte contre le VIH-Sida auprès des populations clés. Les populations clés pour le téléspectateur qui nous suivent, en 2 mots, c'est une population vulnérable que nous catégorisons en 3. Il y a la catégorie de professionnels du sexe, que nous appelons PS. Il y a la catégorie des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, HSH. En anglais, on les appelle MSM. Et puis le UDI, ce sont les usagers des drogues injectables. Voilà, nous intervenons dans ce domaine-là pour limiter ou réduire la transmission du VIH auprès de cette population qui, au départ, est marginalisée. Et du fait de cette marginalisation, elle est vulnérable, tout ça. Alors, nous intervenons également dans le domaine de l'éducation, surtout auprès des jeunes filles. Et nous avons aussi déjà fait plusieurs projets auprès avec certaines écoles, auprès des jeunes filles. Et puis, nous intervenons aussi pour éradiquer un peu la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Voilà. Mais les domaines dans lesquels nous sommes actuellement plus actifs, c'est le domaine du VIH-Sida avec Corded dans son projet avec Fonds mondial. Donc, nous sommes l'un des bénéficiaires du Fonds mondial avec mes collègues ici dans ces plateaux. Merci. Voilà, dans UCOP+, M. Ange Mavoula, bienvenue, une fois de plus, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida? Merci. Je vais me joindre avec ce qu'ont dit mes collègues. D'abord, vous remercier pour cette opportunité et aussi remercier Corded qui a fait en sorte que nous puissions nous retrouver ici. En fait, UCOP+ a 13 ans d'âge aujourd'hui. Ça veut dire que ça a été créé en 2007. UCOP+ veut dire Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH, qui est née bien sûr pour apporter sa petite pierre dans cette lutte, ce grand édifice qui est la lutte contre le VIH, en ce qui concerne bien sûr les personnes vivant avec le VIH, pour que ces derniers ne soient pas dans la chaîne de contamination, puissent briser la chaîne de contamination. Et nous sommes là justement pour renforcer leurs capacités, pour promouvoir leurs droits. Et quand on parle des droits, on parle aussi des devoirs. Ils n'ont pas que seulement des droits, ils ont aussi des devoirs. Et nous sommes là justement pour que les personnes vivant avec le VIH connaissent leurs droits et leurs devoirs, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire pour pouvoir briser la chaîne de transmission du VIH. Et aussi, c'est vrai que là, depuis plusieurs années, nous travaillons avec le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Maintenant, sous l'auspice de Corded, qui est le récipiendaire principal. Nous travaillons justement pour que les personnes vivant avec le VIH aient accès facile aux soins de qualité. Et par rapport à cela, ce que nous faisons, c'est plus veiller à ce que
les médicaments, les intrants ne puissent pas manquer dans des formations sanitaires et que les personnes vivant avec le VIH qui ont besoin d'accéder aux soins puissent accéder facilement, sans frais. En passant, vous n'êtes pas sans savoir que le traitement du VIH est gratuit et qu'il n'y ait pas de petits malins qui puissent demander des sous à gauche et à droite. C'est sur ça, en fait, que nous veillons pour que tout le monde ait accès facile aux soins et aux soins de qualité. Voilà un peu ce que nous faisons globalement avec Corded et aussi tout ce suivi des cas de violation des droits des personnes vivant avec le VIH. Il faut avouer qu'il y a beaucoup de cas de violation de droits qui sont dans plusieurs catégories. Il y a le problème de succession, il y a le problème de contamination volontaire. Il y a beaucoup d'autres problèmes pour lesquels les personnes vivant avec le VIH se retrouvent soit en justice. Et par rapport à cela, nous essayons de les accompagner avec des collectifs des avocats pour établir les droits. Bien sûr, si la personne vivant avec le VIH est fautive, elle sera sanctionnée, mais qu'on ne puisse pas la sanctionner pendant qu'elle a raison, parce qu'il y a beaucoup de personnes, même des magistrats ou des personnes judiciaires, qui n'ont pas la bonne information sur le VIH. Donc c'est ce que nous faisons pour que tout le monde ait la même information et que nous puissions marcher sous la même longueur d'onde. Alors profitez-en pour partager avec nous les informations nécessaires que nous devrions savoir sur les droits et les devoirs justement des PVV. Par rapport aux droits, c'est vrai que c'est une grande forêt. Je ne peux pas tout terminer sur ce plateau, mais je vais en citer quelques-uns. Par exemple, une personne vivant avec le VIH a le droit de se marier comme toute autre personne. Il a le droit de faire ses enfants, il a le droit d'étudier, de travailler, de voyager. En fait, tout ça, les droits élémentaires d'une personne, les droits primordiaux d'une personne vivant avec le VIH les a aussi. Par rapport aux devoirs, c'est vrai que nous militons pour que le VIH, nous ne soyons pas la cause de la transmission du VIH. Dès lors qu'on connaît son statut sérologique, on doit protéger les autres. En même temps, on se protège aussi. Protéger les autres veut dire si nous savons que le VIH se contamine à 90% par la voie sexuelle. Donc, avant d'aller faire des réactions sexuelles ou d'entamer des réactions sexuelles avec quelqu'un, il faut se protéger, utiliser les préservatifs. Il est d'ailleurs bon de pouvoir dire à l'autre partenaire qu'on est séropositif pour que vous puissiez tous les deux prendre des précautions. C'est vrai que nous avons ce droit de protéger les autres, mais aussi les autres aussi ont le droit de se protéger. Ah oui. Donc si on va dans une relation sexuelle non protégée, mais qui t'a demandé de ne pas te protéger. Tu as aussi le droit de te protéger. En fait, c'est ça que nous martelons plus pour que les gens aient la même information. Par rapport à ça, il y a aussi, j'en ai parlé, le droit à la succession. On voit des familles disloquées parce qu'un des partenaires est séropositif et ça entraîne tout ce que ça entraîne dans la succession, les biens et consorts. Parfois, la grande famille s'y mêle et ça crée des problèmes. La femme reste ou le mari reste veuf ou veuve et les enfants orphelins. Et du coup, la vie se complique. Il faut tout un accompagnement. Parfois, ça va jusqu'à l'accompagnement judiciaire, mais aussi beaucoup plus l'accompagnement psychosocial. Donc, c'est sur ça que nous travaillons pour que toutes ces personnes victimes de ces abus puissent se réinsérer dans la société et vivre normalement leur vie comme il se doit. Où en sommes-nous aujourd'hui, s'il fallait faire un état de lieu, Madame Zaïna, n'est-ce pas, en ce qui vous concerne, parce qu'il y a des PVV, il y a l'entourage, mais tout à l'heure, on nous précisait que l'accès au traitement normalement est gratuit, ça on le sait aussi, même si on sait aussi que les catégories diffèrent. Il y a ceux qui peuvent eux-mêmes se payer leur traitement, comme d'autres non, qui doivent faire partie justement de ces communautés qu'on doit prendre en charge. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la prise en charge? Merci beaucoup. Je voudrais ici encore dire que si nous sommes ici, c'est grâce à Corded, parce que nous sommes sous-récipiendaires de Corded pour la mise en œuvre de la subvention communément appelée Nouveau modèle de financement 2 du Fonds mondial,
qui tend à sa fin déjà. Donc, on a été dans ces contrats depuis 2018 à 2020, ici, ce sera la clôture. En fait, avec ces partenariats, nous travaillons dans le domaine de la protection des droits humains et promotion du genre, mais aussi de la vulnérabilité des jeunes et des adolescents face au VIH. Alors, pour parler de la prise en charge, partant de notre travail, nous nous disons que nous avons au moins 5 axes d'intervention par rapport à la promotion des droits humains et la promotion de l'égalité du genre, mais aussi par rapport à la vulnérabilité, ça va faire au moins 6 axes ou 6 actions à mener avec Orded. Oui. Alors, partant de la prise en charge, nous sommes en train d'axer nos interventions sur l'accompagnement psychosocial des victimes et survivants de violences. Et dans les victimes et survivants de violences, nous retrouvons les populations clés, les personnes vivant avec le VIH, les femmes et filles victimes de violences sexuelles, les enfants, ainsi de suite. Ce sont nos cibles. Alors, par rapport à l'accompagnement psychosocial, nous pouvons dire que RENADEF travaille à travers 37 organisations de promotion des droits humains qui travaillent sur ce que nous appelons cliniques juridiques. Nous avons au moins accompagné 4465 victimes et survivants de violences sexuelles. Là-dedans, nous avons le PVVIH, nous avons les jeunes, nous avons les femmes, et nous avons d'autres personnes qui ont connu les cas de violation de leurs droits. Parce que les violences justement sexuelles sont quand même une porte aussi boulevard. Boulevard. C'est encore Alors, plus grand. Partant de cet accompagnement psychosocial, nous avons aussi réalisé dans le sens de la prise en charge l'accompagnement juridique et judiciaire. Et sur ces nombres-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui est reçu à la clinique juridique qui accepte que son dossier puisse être pris en charge juridiquement ou judiciairement, nous avons au moins accompagné, je dirais, 3788 cas. De ces 3788 cas, le nombre de jugements obtenus, c'est seulement 1293. Jusque-là, il y a un souci par rapport à la prise en charge sur le plan juridique. Et de ces 1293 cas dont les jugements ont été obtenus pour arriver à faire en sorte que le jugement puisse être exécuté, il n'y a que 1156. Donc, dans 3788 cas qui ont accepté à ce que leur dossier puisse être accompagné juridiquement et judiciairement, jusque-là, nous n'avons obtenu le jugement que pour 1156 cas. Il y a un problème dans la prise en charge par rapport à notre domaine à ce niveau-là. Mais aussi, le souci, c'est d'arriver à faire en sorte que personne ne puisse contracter encore le VIH. Et de tous ces cas, nous travaillons en étroite collaboration avec les formations sanitaires. Nous avons référé 1924 cas qui ont reçu les traitements, qui ont reçu tout ce que nous appelons kit PEP et consorts. Et partant de ces volets, je dirais que nous avons encore des soucis par rapport à la prise en charge juridique et judiciaire des victimes, comme l'avait souligné tout à l'heure mon collègue Ange, sur ce plan-là. Parce que si aujourd'hui, il y a de ces PVVIH, il y a de ces personnes vulnérables, dont les femmes et les enfants ou les jeunes filles, qui se disent être violentées par rapport à l'exécution de leurs droits. Et ils acceptent qu'ils soient accompagnés. Il y a les avocats qui sont autour de nous et tout. Nous avons vraiment tout un arsenal des équipes qui accompagnent ces cas. Sur 4000, jusqu'aujourd'hui, je peux dire on n'a que l'exécution de 1156. Ça nous pousse encore à demander à ce que tous ceux-là qui sont impliqués par rapport au thème même de notre solidarité, responsabilité, nous allons demander la responsabilité encore de notre État ou de notre gouvernement de pouvoir regarder cette question sur le plan juridique, parce qu'en premier lieu, les victimes, ce sont les Congolais et les Congolaises. Et
Si aujourd'hui nous nous disons que nous avons la Constitution qui protège tout le monde, qui sécurise tout le monde, nous avons des lois auxquelles le pays, notre pays, la RDC, a ratifié, ça veut dire que nous devons aller dans le sens de pouvoir faire respecter les droits des uns et des autres. Et bien sûr, on a des droits, on a des devoirs aussi. Mais sur ce plan, je dirais que la prise en charge, elle est encore amoindrie parce que jusque-là, nous devons encore travailler pour que tous ces cas que nous avons réceptionnés au niveau des cliniques juridiques puissent obtenir gain de cause. Ça veut dire qu'il faut que le jugement puisse être exécuté. Et on peut aller plus loin encore. Là où on a obtenu le jugement, il se pose un problème de voir comment arriver à prendre en charge les victimes ou les survivantes qui sont là. Donc, il n'y a pas l'indemnisation de ces victimes qui sont là, qui ont reçu toutes ces situations de violation de leurs droits, mais personne n'en parle, ils sont là, bien sûr, on les a accompagnés. Psychologiquement, oui, écoutez, ce n'est pas la fin du monde et tout, la vie continue, mais après, ils doivent vivre dans une société où tout le monde doit se rendre compte que de tels actes, nous devons les réprimer et ça ne doit plus rester s'endormir calmement dans nos sociétés. Il en est pareil pour le volet jeunes, par rapport à la vulnérabilité des jeunes et des adolescents face au VIH. Ah oui, Qu'est-ce qu'on n'est pas en train de vivre par rapport aux violences sexuelles sur ces séminaires, sur ces enfants, aux grossesses non désirées. Le RENADEF intervient au moins dans 15 provinces, mais partout, je peux citer le Kassai ici, il y a des cas de grossesses non désirées qui sont là et tout le monde voit, les parents voient, les responsables étatiques voient. C'est comme s'il n'y a pas un mal dans la communauté. On s'est fait solidaire, mais dans un autre sens. On s'est fait solidaire dans un autre sens. Mais dans le sens de promouvoir la protection et la vulnérabilité de ces jeunes qui sont l'avenir de notre pays, on n'arrive pas à y réfléchir deux fois. Or, notre souci, c'est d'arrêter que le VIH ne puisse pas continuer jusqu'en 2030. C'est de faire en sorte qu'en 2030, nous ayons une population saine, une population qui accède à ses droits physiques, à ses droits mentaux, à ses droits comme Ange, mon collègue Ange l'a dit tout à l'heure, mais une population qui accède aux services sanitaires sans discrimination, sans stigmatisation. Là, il y a encore un problème. Si nous avons des jeunes filles de 14 ans, 15 ans qui se présentent dans des structures sanitaires comme ça, du coup, les prestataires, en le voyant, ils s'étonnent. En disant, mais à ton âge, moi, tout ça. Déjà, c'est stigmatisant. Et du coup, la jeune, là, se rétracte. Elle rentre dans sa communauté avec comme conséquence des grossesses là, non désirées. Il va chercher à expulser de ces façons dont il a appris dans la communauté. Et après, c'est le décès. Or, nous devons arrêter ces choses-là. Nous devons travailler pour arrêter ces choses. Donc, par rapport à la prise en charge, il se pose encore un problème. Mais je remercie quand même Cordette parce qu'il a pensé par rapport à ces volets à pouvoir mettre en place des espaces de jeunes, des espaces conviviaux de jeunes. Ces espaces permettront à ce que les jeunes arrivent à échanger entre eux-mêmes sur leurs problèmes, sur leur santé. Et du coup, à côté, il y a une formation sanitaire. Dès qu'il y a un problème de santé que le jeune ou la jeune fille vient d'apprendre partant de leur conversation entre jeunes, c'est que nous appelons la paire éducation. Directement, il y a les référencements dans les services de formation sanitaire. Et c'est là où j'ai dit, RENADEF a eu à référencer quand même 1924 cas qui sont suivis dans les services de prise en charge au niveau des formations sanitaires. Mais il se pose des problèmes. Parfois, il n'y a pas d'intrants. Vous pouvez sensibiliser les jeunes et ils arrivent comme ça, il n'y a pas d'intrants. Donc, il faut encore un plaidoyer pour faire en sorte que les intrants puissent être disponibilisés. Vraiment, surtout dans ces espaces qui ont été réhabilités, qui constituent aujourd'hui des espaces conviviaux qui permettent à ce que les jeunes échangent librement sur leur vie sexuelle et reproductive, mais aussi, partant de tout ce qui s'est fait, ça demande la responsabilité. Et les responsabilités sont partagées. Les journalistes sont dedans. L'État est dedans. Tous les activistes sont dedans. Et vous avez vu quand même les âges de chaque organisation. Il n'y a pas une organisation qui est née hier parce qu'il y avait de l'argent accordé. C'est des organisations qui ont existé depuis des années. Ils sont en train de travailler. Et du coup, Corded, tellement que l'objectif, c'est d'avoir une communauté florissante. Il s'est dit, on peut nouer vraiment un partenariat fort avec ces organisations pour faire en sorte que l'agenda
sur la lutte contre le VIH, d'ici 2030, nous puissions avoir un discours autre que celui que nous sommes en train de tenir aujourd'hui? C'est la question que j'ai envie de demander à Pasco. Soyons responsables et solidaires pour vaincre le sida d'ici à 2030. Vous pensez qu'avec les populations clés sur lesquelles vous travaillez, on est aujourd'hui suffisamment sensibilisé, suffisamment outillé pour qu'on soit prêt au rendez-vous? C'est dans 10 ans. 9 ans maintenant, on est à la fin de 2020. Ouais. Merci. Je crois que en suivant Maman Zaïna, vous avez compris qu'il y a encore à boire et à manger côté prise en charge et que l'objectif que nous visons en 2030, et l'objectif est certainement ambitieux. Ouais, l'objectif est très ambitieux, mais on se bat pour y arriver. Je pense que je vais épingler un aspect, l'aspect Covid. Parce que l'effet Covid, en fait, a été révélatrice de beaucoup de faiblesses. Et nous avons compris au travers du monde que personne ne peut être protégé si tout le monde n'est pas protégé. C'est ça. Oui, donc cela demande l'implication de tous. L'engagement, ça ne doit pas seulement rester lettre morte, mais les engagements doivent être pratiques, on doit les sentir. Donc il y a beaucoup d'engagements sur papier. Oui, il y a beaucoup d'engagements sur papier, ça c'est vrai. Et évidemment, comme l'a dit Madame Zaïna, et nous remercions encore Cordette parce qu'il est venu nous donner vraiment un coup de pouce. Parce que l'engagement ne doit pas être seulement au niveau communautaire, l'engagement doit être à tous les niveaux, comme on l'a dit, au niveau étatique surtout. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Qu'est-ce que fait l'État? Est-ce qu'il respecte ses engagements? Vous savez que nous, on a suffisamment de problèmes déjà pour mobiliser les recettes. Vous êtes au courant du budget, cette atone. Ah oui, mais la santé n'a pas de prix, vous savez. La santé n'a pas de prix, on ne doit pas laisser la santé en dehors, parce que maintenant, avec, comme je l'ai dit, l'histoire Covid, ça prouve que ça nous a rattrapés et qu'on doit se réveiller et chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et l'engagement doit être à tous les niveaux, les responsabilités à tous les niveaux. Et cette lutte, ce n'est pas une lutte qui doit se faire seulement où on doit laisser certaines personnes laisser pour compte. Comme là, je vais aborder le problème de populations clés. Ouais. Parce que les populations clés, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, une population qui est marginalisée au départ. Et du fait de cette marginalisation, elle est vulnérable face au VIH. Notre religion n'aime pas ça. Notre communauté, notre vivre ensemble en RDC ne supporte pas ça. Voilà. Et souvent, les gens ont tendance à penser que nous sommes là pour encourager la prostitution, encourager l'homosexualité. Mais non, ce sont les populations qui ont droit à la vie comme tout le monde. On a parlé des droits. Tout le monde a droit à la vie. Tout le monde a droit à avoir un bon accès aux soins de santé. Et justement, cette population, du fait justement que la population les stigmatise, les regarde d'une certaine manière, ont toujours tendance à se cacher, ont toujours tendance à ne pas se faire voir. D'où alors, nous remarquerons que, d'après toutes les enquêtes qui ont été faites depuis longtemps, que la prévalence est beaucoup plus élevée auprès de ces populations. C'est pourquoi, justement, il y a ce genre de projet qui est dirigé vers les populations clés. Voilà. Et donc, notre travail à nous, Pasco, consiste justement à travailler contre ces idées reçues-là, où les gens pensent que non, on est tenté d'encourager les mal, alors qu'on est en train de travailler pour la santé publique. Tout le monde a droit à la santé. Et donc, si ces personnes-là, que nous marginalisons, n'ont pas accès à la santé, n'ont pas des connaissances suffisantes sur le VIH, ça expose tout le monde. Parce que les professionnels du sexe vont pas seulement avec un certain type d'hommes, mais ils vont avec tous les hommes. Et quand les hommes vont avec les professionnels du sexe, ils ne disent pas, si elle est mariée à sa femme, que je vais aller rencontrer une professionnelle du sexe. Ah non, ça on ne dit pas. Vous comprenez? D'où alors il faut considérer ça comme un problème de santé et que nous sommes là pour donner accès au traitement VIH à toute cette population-là. Et donc, notre travail consiste à travailler en amont et en aval. En amont, nous sensibilisons avec nos pères éducateurs, dans l'éducation pour les pères, et qui vont auprès de nos populations, clés pour les sensibiliser, pour leur expliquer qu'il est de leur intérêt de pouvoir se faire dépister, de pouvoir se faire de sortir de la clandestinité, de ne pas avoir honte et tout ça. Et ainsi, nous pouvons les dépister. Une fois dépistés, maintenant, tous ceux qui sont séropositifs sont pris en charge gratuitement.
auprès de nos structures de santé avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles nous sommes partenaires. Il y en a en RDC, disons pour PASCO, nous travaillons avec 5 structures, 3 à Kinshasa. Il y a le centre Boigna, et il y a le centre IST Matongé, qui est un centre qui est connu, et le centre Victoire, IST Victoire. Et au niveau de la province du Nord Kivu, à Goma plus précisément, nous travaillons dans les 2 zones de santé de Goma, et avec un autre centre de santé là-bas, et à Bukavu également, avec un autre centre de santé, Boigna, qui s'occupe aussi du même travail que les autres centres ici à Kinshasa. Et donc, une fois que ces populations sont sensibilisées, dépistées, tous ceux qui sont testés positifs sont pris en charge gratuitement au niveau de toutes nos structures-là. Voilà un peu, en résumé, comment les choses se passent. Mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'il n'y a pas seulement les médicaments, les ARV qui peuvent aider la population, mais la prise en charge doit être en principe une prise en charge beaucoup plus complète, qui prend en charge l'aspect psychosocial, tout ça, parce que du fait même que ce sont des personnes qui sont marginalisées, ils ont besoin d'un accompagnement assez spécifique. Des fois, au niveau de leur famille, ils doivent comprendre au niveau des milieux où ils vivent, tout ça. Et pour les hommes, il y a des rapports sexuels avec des hommes, n'en parlons pas. Donc, ils sont encore plus stigmatisés que le PS. Il y a aussi les usagers des drogues injectables. Vous savez, les personnes qui se droguent, surtout avec cette drogue forte, sont des personnes, ça les utilisent les mêmes seringues. Les mêmes seringues et tout ça. Voilà. Ouais. Ce qui fait que c'est une population où la prévalence est très élevée. Voilà. Donc c'est pourquoi nous allons auprès de ces populations. Mais il est vrai, comme je l'ai dit, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Évidemment, Cordel ne peut pas tout faire. C'est pourquoi j'ai parlé de la responsabilité de tout le monde. L'engagement, les leaderships, ça doit commencer au niveau des communautés, hein, pour avoir quand même une riposte qui correspond à la taille du problème que nous avons par rapport au VIH. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire à ces niveaux. Voilà. On va revenir sur vous pour parler de l'expérience des pandémies, justement, en RDC. Nous nous vantons parfois, on est un pays qui a connu des pandémies et tout ça, on sait les contenir. Contenir est une chose, mais éradiquer, vraiment en finir, en est toute une autre, et on sent vraiment qu'on est en difficulté. Alors, les répercussions des pandémies sur les vies et la subsistance des personnes en République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer. Tout à l'heure, on faisait le lien entre Covid-19 et le VIH, difficile à gérer, alors que de l'expérience déjà accumulée par les pays, on aurait dû faire mieux. Et on a insisté sur les responsabilités. C'est vrai que les communautés ont leur part, mais le gouvernant d'abord, parce qu'il s'agit des bonnes politiques par rapport à notre système sanitaire déjà au départ. Alors on revient sur vous, experts que vous êtes. Selon vous, quelles devraient être les priorités, sur quoi commencer le travail? Parce que c'est vrai que l'échéance, moi je l'ai déjà d'ici à 9 ans, ce qui n'est pas très très évident, mais il faut bien se fixer un idéal et puis évaluer, n'est-ce pas? Alors selon vous, quelles devraient être les priorités pour commencer le travail en vue de changer ce système, cette manière de faire de la RDC, pour que les pays lui-même s'apprêtent déjà à faire le bon boulot avant que le Fonds mondial et les autres ne viennent, n'est-ce pas? Oui, ce que vous dites est vrai, puisque c'est vrai quand le partenaire amène de l'argent, le Fonds mondial comme PEPFAR, qui sont les 2 plus gros partenaires dans la lutte contre le VIH, quand ils amènent l'argent, ils exigent à ce que le pays puisse contribuer à hauteur de 5%. En fait, c'est une façon de pouvoir responsabiliser les pays. Nous contribuons à 5% parce que nous sommes pays à faibles ressources. En principe, il y a des pays qui contribuent à 30-40%. Ouais. Il y a même des pays qui ne bénéficient pas de fonds du Fonds mondial. Mais qui contribuent. Qui contribuent et prennent en charge eux-mêmes leur population. En fait, c'est ça les soucis. C'est là où nous devons aller si vraiment nous voulons être responsables et solidaires. C'est là où nous devons aller. Donc, jusque-là, même pour les petits 5% qu'on nous exige, pour que ces 5% soient débloqués, il faudra que nous, la société civile, fassions du bruit. Ça ne sort pas facilement. C'est chaque fois des bruits, c'est chaque fois des émissions télé, des émissions radio, des marches ou des rappels pour que le petit 5% soit versé. Donc c'est déjà un problème. Là,
du coup, je peux dire qu'on n'est pas responsable. Nous ne sommes pas responsables, ce n'est pas nous. Nos dirigeants ne sont pas responsables pour ce point. Ils se sont fixés à Abuja pour que le budget de la santé aille au-delà de 15%, mais demander ce qu'est le budget de la santé en République démocratique du Congo. Hein, si c'est trop, c'est 6%. Donc on est vraiment en retard. Donc du coup, nous ne sommes pas encore responsables. Oui, nous ne sommes pas responsables. En 2020, c'est-à-dire d'ici quelques jours, nous nous sommes fixés comme objectif de pouvoir dépister 90% des personnes vivant avec le VIH. Pour rappel, la RDC a autour de 500 000 personnes vivant avec le VIH. Et qu'on devrait dépister 90%, ou 90% de ces 500 000 devraient connaître leur état sérologique. Jusque-là, nous ne sommes qu'à 34%. Ça veut dire qu'il y a 66% des personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas, plutôt nous sommes à 64%, ça veut dire qu'il y a 36% des personnes vivant avec le VIH qui sont dans la nature, qui en fait sont des séro-ignorants parce qu'ils ne connaissant pas leur statut sérologique. C'est un problème. Parce que la prise en charge commence par là, c'est la porte d'entrée. La connaissance Déjà, si on ne connaît pas son statut sérologique, comment on peut être pris en charge? Quand on est dépisté positif, on s'était dit encore qu'en fin 2020, on doit mettre sous traitement 90% des personnes vivant avec le VIH. Jusque-là, nous sommes à 64%. Ça veut dire qu'il y a 36% des personnes vivant avec le VIH qui ne sont pas sous traitement. Et ce n'est pas à 15 jours qu'on va mettre les 36%. Donc, du coup, on n'est pas au rendez-vous de 2020. Pour les 90% qui sont sous traitement, il faudrait que 90% de ceux-là aient la charge virale supprimée. La charge virale, c'est en fait la quantité de microbes ou de virus dans le sang. Et là, on est à 32 ou 36%. Donc, ça veut dire que le gros reste à faire. On ne sera pas au rendez-vous de 2020. Pour arriver alors, cette fois-là, à l'élimination du sida comme nous le voulons en 2030, on recommence encore avec 95% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. Et 85% de ceux-là doivent être mis sous traitement. Et 85% de ceux qui sont sous traitement doivent avoir leur charge virale supprimée. Mais comment on va le faire si on ne compte que sur l'argent des partenaires venant de l'extérieur? Notre lutte est menée à 90% de l'argent venu de l'extérieur. Corded n'est qu'une passerelle plutôt l'argent de Global Fund passe par Corded et Corded fait ce que nous faisons, nous aide à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent du pays. Le pays ne peut pas se prévaloir, dire que c'est... Oui, que je lutte. Non, on nous aide à lutter contre le VIH. C'est vrai que la communauté internationale doit être solidaire, nous sommes solidaires, mais ce n'est pas leur responsabilité première. L'article 5 de la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH dit que l'État est responsable, le seul responsable de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH dans le pays. Mais là, l'État n'est pas responsable. L'État est démissionnaire sur ce plan. En tout cas, par rapport à cela, je dois avouer que la prise en charge a un sérieux problème en République démocratique du Congo. Et si on va dans cette allure, si on va avec cette vitesse, d'abord, nous ne sommes pas au rendez-vous en 2020, on ne le sera pas non plus en 2030, et du coup, on ne va pas mettre fin au sida en RDC. Donc, vous partagez cet avis par rapport à cette solidarité mondiale, donc solidarité de la RDC et cette responsabilité partagée? Tout à fait, madame. Je crois que Anja résumé un peu toute la problématique de la RDC dans la lutte contre le VIH-Sida. Oui, les engagements, nous le prenons. Il est vrai que le thème de cette année, il est là pour nous rappeler tous ces engagements-là, qu'on ne peut pas vaincre le VIH-Sida si les engagements que nous avons pris et que nous ne les réalisons pas. Des promesses que nous avons données, nous ne les accomplissons pas. Oui. Il est vrai qu'on exige un leadership, un engagement des communautaires que nous sommes. Et là, je crois que sans pouvoir nous jeter des fleurs, les communautaires sont sur le terrain. Nous sommes là. ICOPLUS c'est sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Il n'y a pas seulement nous, il y a les autres. PSSP qui est aussi un des sous-bénéficiaires avec qui nous travaillons aussi auprès d'Equipop. Nous sommes sur le terrain. Voyez, l'engagement des leaders de la communauté est indispensable pour une bonne riposte, pour arriver
à atteindre, dans la mesure du possible, les objectifs de 2030. Mais maintenant, le problème, c'est que l'engagement devrait commencer par l'État. La prise de responsabilité devait commencer par là. L'impulsion, la prise de responsabilité. Et nous suivons, mais c'est le contraire qui se passe. Sincèrement, nous, on ne va pas leur faire des cadeaux. Les gouvernements, l'État a été très défaillant jusqu'à présent. Et tant qu'il n'y a pas une prise de responsabilité véritable, je crois que ça serait une illusion de croire que nous allons atteindre les objectifs que nous sommes assignés en 2030. Madame Marignon Bozaïna, c'est vrai que l'heure est grave, le cri d'alarme, on peut le sentir, mais il y a quand même de l'espoir d'être mieux écouté cette fois-là et de commencer par quelque part. Nous espérons bien. Oui. Et c'est ça notre souhait, que nous soyons écoutés. Que nous soyons écoutés partant de tous ces cris d'alarme qui viennent d'être exposés par mes collègues. Mais être écouté, c'est par là que moi je vais encore aller plus loin, parce que nous devons arriver à rester ensemble, à échanger sur la table des prises de décision avec ceux qui doivent faire avancer tout ce que nous sommes en train de déclarer tout à l'heure. Pourquoi je le dis? Si, au niveau de la prise de décision, il n'y a que les mêmes personnes qui ne comprennent pas la problématique ou tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici, ce sera un cercle vicieux. Parce qu'il y a un adage qui dit « La belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a ». Je ne peux pas donner plus que ce que je connais. Or, vous avez l'expertise. On a dit, ce n'est pas seulement ceux qui sont là, il y en a beaucoup, en tout cas, partant des organisations communautaires en RDC, elles se sont confirmées sur terrain, elles font du bon travail. Mais ça demande à ce que nous soyons écoutés par le gouvernement, par les décideurs. Or, si les décideurs ne sont pas suffisamment éclairés sur les éléments qui doivent les aider à prendre de bonnes décisions, on n'arrivera pas à changer cette donne que nous déclarons aujourd'hui. Je peux aller parler, par exemple, des lois, de la Constitution, de tous ces traités que notre pays s'est engagé à faire avancer, tant au niveau international qu'au niveau national. Mais qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, il y a recrudescence des cas de violences sexuelles et basées sur le genre, d'après la stratégie qui venait d'être lancée par les gouvernements. Ajoutez à cela la pandémie de Covid-19. Il y a eu beaucoup de cas de violation pendant cette période de confinement. Ce sont des situations qui continuent à faire en sorte que les indicateurs par rapport à la lutte contre le VIH et à toutes les formes de violence à l'égard de toutes ces personnes, PV-VIH ou PA, soient en rouge. Parce qu'on ne fait qu'ajouter des problèmes sur problèmes sans solution. Solution, c'est quoi? Nous avons des lois qui ne sont jamais mises en application. Nous continuons à constater des actes d'impunité. Un violeur qui viole une petite fillette, soit qui viole une dame, il se retrouve comme ça. On a mis la main, je prends le cas de quelques cliniques juridiques qui nous envoient des cas comme ça. On a mis la main sur lui, il arrive devant le juge, et puis on le relâche comme ça. Il se retrouve dans la communauté en train de circuler librement, et au contraire, il réfléchit sur les actes de représailles par rapport à ce qui a été commis dans la communauté. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On avance ou on recule? C'est par là que je me dis, nous devons participer chaque fois avec ceux-là qui sont en train de prendre des décisions. Au besoin même, pourquoi ne pas pousser quelques-uns de nous à pouvoir être à la table de prise de décision pour justement éclairer certaines choses qui, on croit que, bon, vous savez, hein, aujourd'hui, nous avons l'actualité, c'est la politique et tout et tout. Oubliant qu'il y a des aspects sociaux, les aspects liés à la vie sociale des personnes qui sont en train d'être vraiment, vraiment engloutis. Il y a beaucoup de cas de violences sexuelles basées sur le genre, mais on n'arrive pas à en parler. Il y a beaucoup de cas de gens qui meurent. Par exemple, mon collègue a parlé de la pauvreté, lutte contre la pauvreté. On ne peut pas avoir une population qui meurt de faim. On se dit, on est en train de diriger, d'orienter cette population. Il y a des priorités quand même auxquelles le pays doit s'engager à pouvoir faire avancer l'agenda, dont la santé dont nous parlons. Parce que si tout le monde devient malade, on a quel capital humain pour faire avancer le développement de ces pays?
Si tout le monde est malade, tout le monde est PVV, tout le monde meurt de Covid, tout le monde meurt de hypertension, tout le monde, je ne sais pas, de diabète, toutes ces maladies métaboliques qui nous entourent, hein, on aura quel capital humain pour espérer que demain, demain on peut conduire ces pays au développement. Donc franchement, nous devons encore nous pousser à cette solidarité, mais aussi à cette responsabilité. Parce que si quelque part on est responsable, on ne peut pas vouloir voir sa communauté mourir dans la faim, mourir dans je donne un cas typique de chez moi, dans mon quartier. L'électricité, je ne sais pas quel bricolage que le monsieur est allé faire dans la cabine, et du coup, il y a eu retour. Et ça a voulu créer l'incendie. Et on voit, c'est comme si après le jeune homme, il s'amène encore donner de l'argent pour qu'on achète les câbles, parce que la SNEL a refusé de donner. Est-ce que ça, c'est être responsable? Non, en tout cas, est-ce que c'est être responsable? C'est là où nous insistons, nous disons qu'il y a l'irresponsabilité de notre État, de notre gouvernement. Et si, Madame la journaliste, tu veux que j'accepte que ça va changer, nous voudrions voir réellement que ces choses changent, que nous ayons l'électricité, que nous ayons l'eau potable, parce qu'on ne peut pas accepter ici à Kinshasa qu'il y ait des maladies diarrhéiques, les maladies de mes salles qui continuent à tuer les gens parce qu'il n'y a pas de l'eau. En plein Covid en plus. En plein Covid en plus. Et que nous puissions continuer à vivre cet environnement-là. Et tout le monde s'était, tout le monde regarde comme si de rien n'était. Nous disons, nous devons être responsables. Nous faisons déjà notre part en tant qu'organisation communautaire parce que un partenaire comme Corded a voulu que nous puissions le faire ainsi. Parce que de nous-mêmes, quelle que soit la bonne volonté, nous ne pouvons pas arriver à changer quelque chose. Ça, on ne doit pas se voiler la face. Comme Ange l'a dit tout à l'heure, si on ne crie pas, on ne fait pas de pétitions, le pays ne donne rien. C'est inconcevable. Jusque-là, nous n'avons que le Fonds mondial et, comme il a dit, PEPFAR, qui nous donne plus de 90% du budget pour lutter contre les 3 maladies, tuberculose, VIH et palu, aujourd'hui ajouté Covid. Parce qu'ils ont essayé d'élargir quand même l'agenda d'intervention. Pour ne pas perdre les acquis, en fait. Voilà. Mais on ne peut pas perdre ces acquis. Nous devons conserver ces acquis. Et ces acquis, la pérennisation, c'est ce que nous faisons. Parce que nous sommes déjà dans la lutte. Nous sommes en train de pérenniser. Ce que nous faisons, ça ne vaut même pas ce qu'on devrait recevoir en termes de paiement. Nous ne pouvons pas dire que nous gagnons vraiment beaucoup d'argent comme les autres le croient. Que non, ils sont vous êtes avec vraiment les de l'apostolat. C'est l'apostolat, c'est la volonté. Et à cette volonté, nous voulons qu'il y ait la volonté de l'État, du gouvernement. Oui, vous pouvez poser la question entre nous. Qui est cette organisation qui émane du budget de l'État? Aucune. Ce qui est grave, c'est que même les centres avec lesquels nous travaillons, qui sont des centres de l'État, ils ne sont pas subventionnés. C'est grave. Voilà, par vous encore. C'est grave. J'ai reçu un coup d'appel de Maïndombe hier. J'avais des larmes aux yeux. Quelqu'un de l'État qui travaille pour l'État. Il me dit, madame, vous nous avez abandonnés ici par rapport à la lutte contre le VIH. Oui, c'est vous qui faites le suivi sur la santé. Par rapport à la lutte contre le VIH. Qu'en est-il ici vraiment? On voit que la thématique n'avance pas. Finalement, le call center sert à autre chose maintenant. J'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, moi, Zaïna, je suis qui pour aller donner des subventions à ceux qui travaillent au niveau étatique? On vous demande de parler encore. C'est pourquoi j'ai dit, nous, on parlera toujours. Parce que dans toutes les émissions, j'ai dit, Zaïna parlera toujours. Et aujourd'hui, tu as écouté Ange. Tu as écouté Lolo. Le lendemain, tu écouteras peut-être Hilaire Mboli. Tu écouteras, je ne sais pas, d'autres activistes qui sont là, d'autres acteurs qui sont, ils sont tellement nombreux. Ils savent parler. Hein? Mais on ne doit pas se limiter seulement au niveau de parler. Nous devons voir les actions concrètes pour justement que nous puissions dire, bon voilà, nous sommes des responsables et nous sommes solidaires. En parlant de la solidarité, c'est cet argent d'abord de l'État qui doit sortir pour soigner ses propres malades. Les malades, ce ne sont pas les malades de Corded, ce ne sont pas les malades du Fonds mondial, ce ne sont pas les malades de PEPFAR. Ce sont des Congolais. Ce sont les Congolais. De la RDC. Et ils ont droit de jouir, de cet accès aux services de qualité. Essayez de voir dans des coins reculés, madame. Il y a des endroits où il n'y a même pas de structures sanitaires pour prendre en charge les gens qui tombent malades. Voulez-vous que nous puissions avoir quel résultat d'ici 2030?
Déjà en 2020, nous sommes entrés, c'est presque l'évaluation. Nous sommes en train de passer à l'évaluation rapide. Et nous disons on est encore loin. Et si demain, les Fonds mondiaux se retiraient? Et si demain, le PEPFAR disait, bon voilà, on vous a suffisamment accompagné, prenez-vous en charge, que deviendra la population congolaise avec tout ce qui nous entoure? Il y a encore des choses à faire. Je ne peux pas dire qu'on est arrivé. L'espoir, oui. L'espoir, oui. Mais l'espoir doit être accompagné par des actions concrètes. On ne peut pas toujours rester sur les slogans, le parler et tout. Ce n'est pas ça que la population a besoin. La population a besoin de voir le vrai changement. Et le vrai changement, c'est le changement du social, le changement de faire en sorte que les services de santé puissent être appuyés, le changement de faire en sorte que la gouvernance puisse être améliorée dans le secteur de la santé et bien sûr dans tous les secteurs de la vie sociale pour justement parler de cette responsabilité et cette solidarité. On ne sera jamais solidaire s'il y a seulement un petit groupe de gens qui continuent à se distribuer l'argent de la RDC au détriment des autres. On ne sera pas solidaire si nos communautés continuent à mourir comme des mouches, comme des insectes. On ne sera jamais solidaire si ces femmes continuent à coucher à même les sols comme des animaux. Ça nous interpelle. Tu es en train de voir comment je suis en train d'entrer dans une situation de... parce que ça me dérange quand je commence à parler de ces choses, sur le plan social, sur le plan développemental. Tous ensemble, nous pouvons. Mais s'il y a seulement une couche de population qui se dit être des nantis, et les autres, ils doivent suivre et continuer à taper les mains sur eux, ce n'est pas ça l'environnement que nous cherchons. Ce n'est pas ça la solidarité. Chers experts, on vous a entendu. C'est vrai qu'on aimerait vous avoir davantage pour mettre vraiment sur la table ces questions. Parfois, on en parle peu. On en parle juste lorsque vous organisez des activités ou qu'il y a un sujet qui fait écho et on vous donne de l'espace, mais il faudrait de temps en temps parfois aussi continuer à marteler, n'est-ce pas? On vous remercie. On ne vous remerciera jamais assez. Entre-temps, il vous faut encore des nerfs solides davantage. Hein. Vous n'êtes pas des organisations nées de la petite pluie d'hier. Et donc, bon vent encore à vous. Merci encore à Corded. Merci à Madame hein, Yeyet Elonga. C'était Elonga pour moi d'avoir les trois experts ici. Il le fallait bien. À très bientôt, n'est-ce pas? Madame, Messieurs, le débat continue. Cette solidarité, cette responsabilité nous incombe à nous tous, n'est-ce pas? À chacun d'apporter sa petite pierre, n'est-ce pas? À très bientôt. Au revoir. Watoto wote wa Kongo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bolo mubaya kutukwata bonso. Bibi kengela bana tujisangisha hamwa, batu wana batatu kulisha mulishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanga. Yinu la mpang nanga ya ke, yinu la mpang nanga ya bakala, yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo po tosunga mboka. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité.